Donc, bonjour à ceux qui ont rejoint en attendant. Comme je vois le chiffre qui Ouais. augmente. Salut Edouard. Je vois aussi Edouard Détac qui est là. Nickel. On se laisse encore 1 ou 2 minutes pour laisser les gens arriver, le temps d'ouvrir le mail, de cliquer sur le lien. Ouais, tout à fait. Jean aussi est là. Karine est là. Bon, c'est parfait tous ces gens. Et oui. Bon, en tout cas, c'est sympa de se retrouver comme ça. Mm. C'est un peu une découverte pour tous, hein. Au moins, ce qui est bien, c'est qu'on découvre de nouveaux outils qui vont sûrement nous permettre de travailler différemment demain, à mon avis. Exactement. Et concernant l'outil, sachez que vous pouvez donc converser donc via le bouton converser. Et dans la conversation, vous pouvez sélectionner à qui vous envoyez. Si vous envoyez juste au conférencier, c'est-à-dire à Frédéric et moi, ou à tout le monde. Voilà. Et vous pouvez même vous écrire des oui. petites blagues en sélectionnant les gens à qui vous pouvez écrire. Avec Sylvain Le Painter, on adore faire ça, nous. Et en attendant que tout le monde arrive, vous pouvez aussi, en bas de votre écran, utiliser le Q&R, donc questions et réponses, Ah oui, très bien. poser les premières questions que vous aviez peut-être déjà en tête, voilà, pour que Frédéric puisse les voir aussi. Très bien ça. Bonjour Yvan Ramirez aussi qui vient d'arriver. Et comme je disais il y a quelques minutes, on a choisi ce mode webinaire sans les caméras et sans le son pour les spectateurs parce que vous étiez une bonne quarantaine d'inscrits et c'est quand même plus simple à gérer comme ça et en termes de bande passante aussi. Donc, voilà. Je profite là, le temps que les gens arrivent. Il y a une question là qui demande si le webinaire est ouvert à tous les entrepreneurs sociaux. Alors Marine, tu pourras dire l'inverse si tu veux, mais en tout cas, c'est aussi l'enjeu de faire découvrir l'économie sociale à des gens qui s'interrogent sur leur façon d'entreprendre. Donc, ce n'est pas ouvert qu'aux entrepreneurs sociaux, ceux qui aujourd'hui ont un intérêt par ces sujets et se disent, tiens, pourquoi pas faire évoluer mes activités ou construire de nouvelles activités dans un schéma d'entrepreneuriat social, et bien, vous êtes bien sûr les bienvenus au Move et sur ce webinaire. Donc, j'espère qu'Amandine, j'ai répondu comme il fallait. Tout à fait. Bon, on est une trentaine, on va commencer. Alors, comme je disais, il y a encore des personnes qui arrivent, bienvenue. Comme je disais, vous avez donc les deux modules, à la fois le Q&R en bas de votre écran pour poser les questions directement à Frédéric pour qu'il puisse les voir. Vous avez aussi le module Converser qui ouvre un espace de discussion à droite de l'écran. Et là, vous pouvez sélectionner à qui vous envoyez, donc soit à tous les conférenciers, soit à tous les conférenciers et les spectateurs. Voilà. Donc, si vous avez envie de commenter au fur et à mesure des échanges, n'hésitez pas. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser aussi. On essaiera de répondre au maximum. Voilà. Et on essaiera aussi à certains moments, quand Frédéric donnera le top, de vous proposer d'activer aussi vos micros. Donc, vous pourrez appuyer sur, à côté de vos noms, sur lever la main. Comme ça, on activera votre micro si vous avez un commentaire peut-être un peu plus long à faire à l'oral. Voilà. Donc, on va démarrer. Ouais, on va démarrer. Donc, tu redonnes peut-être le cadre, Marine, pour ceux ouais. qui ceux qui ont rejoint le webinaire. Tout à fait. Alors, pour commencer, moi, je suis Marina Léon. Je suis responsable territoriale au MOVE, donc le Mouvement des entrepreneurs sociaux, qui est une association qui fédère, rassemble les entrepreneurs à impact. Et donc, aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir Frédéric avec nous, qui s'est proposé d'animer un webinaire autour de l'anticipation de la reprise après le confinement. Donc, c'est un webinaire qui a pour but de répondre à vos questions, de vous donner la vision des choses de Frédéric,
en sachant qu'il y a plein d'autres manières de faire. C'est un webinaire sur lequel vous pouvez aussi échanger vos bonnes pratiques, où vous pourrez vous-même vous exprimer. Voilà, j'ai parlé des différents modules. On se donne à peu près 45 minutes pour ce webinaire. Il sera aussi disponible en rediffusion, parce que comme vous devez le voir en haut de l'écran, il est enregistré. Voilà, un petit mot quand même sur ce que le Move a mis en place pendant le confinement. Donc, on a mis en place ce qu'on appelle une help room. Donc, je vais vous montrer en partageant mon écran. Tchouk. Hop là. Donc, sur notre site internet www.move.org, vous avez Info Coronavirus. Et donc, c'est toute une page qui vous montre toutes les actions qu'on a mises en place la semaine dernière pour répondre aux besoins des entrepreneurs sociaux. Donc, tout d'abord, on a une hotline, c'est des experts, vous pouvez prendre rendez-vous avec eux. Ce sont des experts, des avocats ou des entrepreneurs aguerris, des experts comptables qui vont répondre à vos questions en privé de manière bénévole. Vous avez une boîte à outils sur laquelle on a répertorié plein de bonnes pratiques, plein d'outils de télétravail, aussi des annonces officielles du gouvernement. Et en dessous, vous avez les différents webinaires qu'on a mis en place sur les semaines à venir, donc qui s'est alimenté au fil des jours. Voilà. Et puis, ce qu'on appelle les confinés connectés. Donc, dans les régions Grand Est, Auvergne-Rhône-Alpes, Occitanie, Nouvelle-Aquitaine, Bourgogne-Franche-Comté et PACA, on a mis en place ces sessions donc tous les mercredis à destination des entrepreneurs pour qu'ils puissent avoir une petite bulle d'air et échanger entre eux sur ce qu'ils mettent en place en ce moment. Donc, voilà un peu tout ce qu'on fait en ce moment. Donc, voilà pour moi. Peut-être, Frédéric, je t'invite à te présenter. Commencer. Oui. Bonjour à toutes et à tous. Donc, moi, je suis Frédéric Petit, je suis à Bordeaux. Je suis bien sûr entrepreneur social et je dirige plusieurs activités. Une sur le traitement de déchets de bureau, qui est l'activité ELISE, et une sur le traitement des biodéchets de la restauration. Et on est avec mon ami Sylvain Lepeinteur qui est en ligne, je crois, dans une réflexion de mutualiser un certain nombre de choses et notamment de mutualiser des compétences pour créer un groupe de l'économie sociale de telle sorte à ce que nous ayons aussi plus de poids quand on prend la parole auprès de nos pouvoirs publics, puisque pour nombre de nos structures, elles ne sont pas suffisamment importantes pour se faire entendre auprès des institutions. Donc, c'est la raison pour laquelle on fait ça avec Sylvain et on discute avec aussi beaucoup d'entrepreneurs sociaux pour faire poids sur notre territoire, pour montrer que l'entrepreneuriat social, ça marche et surtout, ça défriche de nombreuses activités. Voilà en ce qui me concerne. Donc, moi, j'ai répondu favorablement à l'appel du Move pour animer donc ce webinaire. Donc, on découvre un petit peu toutes ces nouvelles technologies. Donc, ce qui est sympa, c'est que ça permet de garder le lien. Alors, j'ai choisi effectivement le sujet du redémarrage puisque dès la période de confinement, une de nos organisations patronales qui est la CPME s'était mobilisée autour de ça et on s'était aperçu que le fait d'appeler en fait tous nos adhérents produisait un soulagement énorme auprès d'eux, c'est-à-dire qu'ils étaient contents d'entendre quelqu'un. Donc, là, de garder le lien avec tout le monde est très important et on s'est aperçu assez rapidement qu'une fois avoir fermé tous les robinets qui sont pas essentiels, même si pour l'État c'est essentiel, mais c'est la partie des charges, de différer nos crédits, etc. Il fallait qu'on pense au lendemain et surtout à accueillir nos salariés qui allaient être isolés pendant un certain nombre de temps et puis aussi à voir est-ce que nos activités étaient toujours à l'écoute de nos clients qui eux aussi allaient régler des priorités. Donc je trouvais que c'était intéressant de se positionner là-dessus puisqu'on va avoir plusieurs étapes. On a eu la première étape qui était vraiment l'urgence de sécuriser ou en tout cas de trouver des solutions pour dépenser le moins dans nos organisations. Mais très rapidement, et je pense qu'à partir du mois d'avril, on va commencer à penser à la fin du mois d'avril. On ne sait pas la durée du confinement, mais on peut imaginer qu'on va rester un moment chez soi et nos activités
pour un certain nombre d'entre elles, vont travailler véritablement au ralenti. Donc, il va falloir qu'on soit assez attentif et surtout qu'on s'échange surtout des bons retours d'expérience ou des bonnes pratiques ensemble pour faire en sorte qu'on puisse s'inspirer et inspirer un certain nombre de personnes qui sont un petit peu en panique, ce qui est complètement compréhensible. Et ça me fait le lien avec une question de Marc qui parle effectivement des consultants hein, qui accompagnent donc des entreprises, petites ou grandes. C'est vrai qu'il faut qu'on soit très attentif aux travailleurs indépendants ou auto-entrepreneurs qui effectivement euh, apportent un conseil à ces entreprises et qui peut-être vont se dire bon, c'est pas ma priorité pour ma reprise et donc ils vont laisser du temps pour que les consultants retrouvent une activité. Alors moi, j'ai pas de solution particulière, si ce n'est, je crois qu'il faut être attentif. Il faut que les consultants aussi, peut-être puissent trouver des solutions pour se regrouper et créer des groupes des groupes de consultants. Il y a quelques initiatives en France hein, où ils arrivent à apporter des compétences pluridisciplinaires et donc à aussi dans leur gouvernance à s'aider. C'est-à-dire que si un travaille plus que l'autre, il va pouvoir aider aussi ceux qui, pour l'instant, n'ont pas leur activité sous les projecteurs. Mais je crois que le travail, quoi qu'il en soit, va se réorganiser, pas simplement sur les consultants, mais sur l'ensemble de nos organisations. Donc, cette phase d'avril, moi, je la sens la plus importante puisque dès l'instant où on va commencer à imaginer que nos activités vont être peut-être conduites de façon différente et que la relation avec nos clients va être différente parce que je pense qu'on va reprendre contact avec nos clients en avril. Hein. Eux aussi, pour un certain nombre qui sont en télétravail, vont commencer à tourner en rond, donc vont sûrement reprendre le traitement de leurs mails, vont reprendre quelques affaires. Et je pense aussi, tout comme nous, on est très content de communiquer entre nous, je pense que nos clients seront très contents de communiquer avec leurs fournisseurs. Et ça aussi, cette écoute attentive, je crois qu'il va falloir la renforcer. C'est peut-être une de nos valeurs ajoutées aussi dans l'entrepreneuriat social, c'est qu'on est sensible à certains sujets et on peut réinitier une discussion avec nos clients qui n'est pas une discussion commerciale, mais qui est tout simplement une discussion de dire comment ça va chez vous, tout le monde est en sécurité ou d'autres sujets qui peuvent les rassurer. Donc voilà mes motivations. Donc n'hésitez pas aussi à poser des questions qui sont les questions, on va dire, d'urgence. Quand je parle des questions d'urgence, c'est si certains dans des territoires ont des problématiques, hein, des problématiques sur le chômage partiel, des problématiques avec les URSSAF, parce que là aussi, le MOVE, c'est un mouvement qui a quand même une certaine influence, qui a un réseau. Et le MOVE suivait son réseau au plus haut de l'État pour faire remonter des problématiques de ses adhérents. Donc, n'hésitez pas là aussi à poser des questions sur ces sujets. Il faut que ça soit dynamique et que je ne parle pas pendant 3/4 d'heure pour vous raconter ma vie. C'est plus sympa si vous avez ces questions. Amandine, tu n'hésites pas aussi hein, si tu as des choses voilà, à rajouter. Donc, Marc, est-ce que déjà ça vous donne une petite partie, justement sur prendre la température chez vos clients de telle sorte que vous puissiez aussi être rassurés et puis peut-être plus discuter avec des confrères que vous avez rencontrés sur le territoire pour peut-être réimaginer des offres globales. Ça se fait, ça, de plus en plus, de telle sorte que chacun amène sa compétence. Alors, Marc a complété sa question en demandant quels seraient les groupes de consultants qu'il pourrait rejoindre, en sachant qu'il est basé à Paris. Donc, je ne sais pas, Frédéric, si tu en connais. Alors, il y a un réseau, il y a un réseau alors que Sylvain aussi connaît, donc il pourra réagir dans Converser, qui s'appelle Rubiz, RUBEEZ, qui porte justement cette initiative de regrouper des consultants spécifiques, de telle sorte à porter une offre pluridisciplinaire.
Donc, ils répondent à des appels à projets aussi sur le territoire et puis ils accompagnent des entreprises sur des compétences spécifiques de chacun des consultants. Alors, on a Karine qui a réagi en disant « Je veux bien vous aider, Marc. Je suis consultante en développement durable. » Pardon. Karine Poléviac, je peux vous aider. Donc, voilà. Ah, bah, voilà, donc ça aussi, c'est un des avantages de ce mode de communication, c'est que ça permet aussi de connecter des gens qui ne se connaissaient pas et qui vont pouvoir justement discuter ensemble après. Donc ça, c'est aussi c'est très intéressant. Il n'y a pas de, il y a pas de problématique là, pour les personnes qui sont connectées sur sur tous les dispositifs qui ont été mis en place. Rubiz, oui, comme ça, exactement. RUBEEZ. C'est comme ça que s'appelle ce groupe qui s'est constitué. Pas de problématique, oui, particulière, notamment sur l'auto-entrepreneuriat, sur différer ses charges de loyer, son électricité, son eau, sur le fonds de solidarité. Là aussi, on a un certain nombre de documents qui pourront, que Marine pourra transmettre hein, à la suite de ça sur des arrêtés qui sont parus récemment, qui sont bien construits, qui vous permettent de vous rapprocher ensuite des interlocuteurs sur les territoires. On a Jean-Luc qui lève la main. Hop. Ouais. Pour poser une question. Alors, hop, je n'arrive pas à défaire le micro. Bon, manifestement, je ne peux pas activer le micro. Désolée Jean-Luc, est-ce que vous pourriez peut-être poser votre question par écrit? Ouais, c'est intéressant ce que dit Karine à tous les conférenciers. C'est vrai que si vous avez construit une bonne relation avec vos clients, et notamment des clients qui ont plus de moyens pour passer la crise actuelle, c'est effectivement de leur proposer de faire des avances de prestations pour vous permettre d'être toujours présent à la sortie de cette crise sanitaire. Et ça, ça vient aussi renforcer la confiance que vous pouvez avoir les uns et les autres. Hein. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus peut-être sur toi, ce que tu as mis en place par rapport au côté RH, au lien Ouais. avec tes clients, les fournisseurs, un peu. Oui, donc alors comme je l'ai évoqué un petit peu tout à l'heure, donc la priorité a été de fermer les robinets qu'on pouvait fermer. Donc la question des charges sociales a été la priorité. La question, alors des fois je dis des fois la même chose parce que je lis en même temps les questions. Donc les charges sociales, différer donc nos prêts bancaires, là aussi les banques sont quand même assez attentives à ces sujets pour décaler de 6 mois. Mais surtout, ce qu'on a fait dès le démarrage, c'est de mesurer la perte d'activité, aussi bien en réduction des équivalents temps plein, en réduction du chiffre d'affaires. Et puis, nous, notre unité fonctionnelle dans l'entreprise, c'est quand même le nombre de collectes, puisqu'on collecte des déchets. Donc, en ayant aussi cet indicateur de réduction des nombres de collectes pour montrer ensuite qu'est-ce qu'il en était au mois de mars ou au mois de février, et qu'est-ce qu'il en est fin mars et qu'est-ce qu'il en est début avril, sachant que nous maintenons de 7 à 15% de notre activité. Donc, c'est quand même très, très, très bas. Ça, c'était la première chose que l'on a faite. Ensuite, il y a eu le sujet des salariés. Bien sûr, on a mis donc tous nos salariés en chômage partiel. Et pour répondre à la question d'Edouard, alors c'est vrai qu'il y a pas mal de choses que l'on voit
sur des entreprises qui n'ont pas eu droit au chômage partiel, etc. Ce qui est important, c'est qu'il faut vraiment motiver. Si vous ne faites pas partie des établissements listés dans l'arrêté du 15 mars dernier, donc c'est-à-dire sur les activités essentielles, toutes les autres activités ont fermé, mais on nous a incité à poursuivre nos activités. Si dans la déclaration que vous faites à la directe, vous mettez que la baisse de votre activité est liée aux conséquences de cette prise d'arrêté du 15 mars dernier, les directs n'ont pas de, il n'y a pas de souci particulier à ce qu'elles refusent les dossiers. En revanche, si elles venaient effectivement à les refuser, il faut donc soit remonter ça auprès de votre syndicat professionnel local, ou soit aussi le remonter dans les échanges que l'on a auprès de Marine pour voir en fonction de votre territoire où est-ce que vous êtes et qui c'est qui peut agir autour de ça. Il faut simplement avoir à l'esprit que hier, en Nouvelle-Aquitaine, 8000 dossiers ont été saisis. C'est-à-dire que la directe, qu'on a au fil des ans, qu'on a déshabillé, se prennent 8000 dossiers à traiter. Donc, c'est sûr que là aussi, pour eux, la chose va être compliquée. Mais encore une fois, si il s'agit des conséquences de l'arrêté du 15 mars dernier, les directs ne font pas de problème particulier pour accepter le chômage partiel. Ensuite, je parlais des salariés, je répondrai après à la question de la trésorerie et notamment des cautions de l'État, des garanties de l'État. Donc, nous, dans nos entreprises sociales, on a donc des projets, on a un projet social fort dans nos entreprises. Donc, nous, il y a quand même 65 personnes, dont une grande majorité étaient en difficulté sociale et professionnelle d'accès à l'emploi, donc avec beaucoup de problématiques de rupture sociale. Donc, on a mis en place de suite un suivi régulier avec nos RH pour les personnes qui sont seules ou qui vivent avec un parent qui n'est pas tout jeune. Alors, première chose que l'on a faite, c'est qu'il y a un appel téléphonique, donc 10 salariés sont appelés tous les jours par notre responsable des ressources humaines. On a créé aussi un groupe privé Facebook parce que la plupart sont quand même sur des réseaux sociaux, donc on a 70% de nos salariés qui sont sur le groupe, donc ça permet aussi de se passer de l'info un peu plus souple et pas tellement sur notre activité. Et puis ensuite, on teste une application qui est portée par 2 entrepreneurs chez nous qui s'appelle Wheezy Report. Wheezy Report est une application qui se développe au sein de l'entreprise qui permet d'identifier les signaux faibles, c'est-à-dire les signaux faibles, c'est tous ces petits comportements qui viennent perturber le travail de la personne. Et donc, par un système aujourd'hui de questions et ensuite de 0-1 qu'ils répondent, ça nous permet d'avoir à la fin de la semaine un ressenti global de la santé de nos salariés. Ça, c'est peut-être une des particularités de nos secteurs d'activité. C'est que certes, on a notre chiffre d'affaires, mais on a surtout l'utilité sociale qui est portée par nos entreprises. Et donc, il faut impérativement qu'on arrive à bien suivre nos salariés. Et pour certains, trouver malgré tout des moments où ils peuvent revenir dans l'entreprise. C'est ce qu'on est en train de développer pour la semaine prochaine. Faire en sorte que des salariés puissent revenir un jour dans l'entreprise dès l'instant où on a mis les conditions sanitaires en place, les règles de distanciation dans notre entreprise, de telle sorte qu'ils puissent revenir avec toute sérénité. Et je fais une parenthèse aussi par rapport à la question du chômage partiel. Si votre entreprise n'est pas en capacité, pour des questions de configuration, de pouvoir répondre aux règles de sécurité sanitaire, de distanciation sociale, c'est un des arguments recevables pour la directe pour que le chômage partiel soit accepté. Après, sur le chômage partiel, on a aussi arbitré entre ceux qui étaient en fonction support, qui pouvaient travailler un petit peu chez eux. Donc, un chômage partiel pour des fonctions support, c'est, je crois, de mémoire, 20 heures moins de travail et le reste en chômage partiel. Là aussi, on n'a pas tout mis en chômage partiel parce que lorsqu'on a un chargé d'affaires, il a quand même du travail administratif à faire. Bon, les RH ont quand même du boulot.
et même d'autres secteurs, d'autres fonctions dans l'entreprise peuvent permettre de se mettre à jour. Donc, on a été assez transparent. On a dit on met 20 heures, le reste en chômage partiel. On a pris aussi l'option de garantir 100% des salaires. Donc, vous avez la règle pour le chômage partiel, donc pour les salaires au SMIC, c'est une prise en charge à 100% par l'État, au-dessus du SMIC, avec un déplafonnement à 4,5 SMIC. C'est 84% du net, 70% du brut. Donc, il y a une charge enfin, il y a une perte de salaire pour le salarié. Bon, nous, on a choisi de garantir 100% en indiquant aux salariés qu'on attendait d'eux aussi que lorsque l'activité va reprendre, ils la reprennent à 400%, donc qu'ils soient très investis sur la reprise d'activité. Sur le sujet, tu regardes, Marine, s'il y a des questions qui reviennent un petit peu des fois de tout le monde et qui sont donc significatives. Alors, le crédit de trésorerie, nous, on ne l'a pas encore actionné parce que, et pour avoir discuté avec un organisme bancaire qui est la Caisse d'épargne pas plus tard qu'hier, il trouve un petit peu étonnant que des demandes de prêt soient faites aussi vite dans le sens où ça se prépare un document avant d'envoyer à la banque. C'est-à-dire que c'est un prévisionnel de trésorerie, c'est un prévisionnel de perte d'activité qui va permettre de faire apparaître un besoin en fonds de roulement, donc une tension de la trésorerie. Donc, il faut, et moi j'invite vraiment tout le monde à le faire, petite ou grosse structure, à tout tracer depuis la date de confinement qui était le 16 mars dernier, de telle sorte que vos organismes bancaires, ceux qui vont cautionner ou qui vont garantir les prêts, alors c'est BPI pour l'État, mais ça peut être aussi nous pour les entrepreneurs sociaux France Active, hein, qui est en train de retravailler ces dispositifs pour accompagner les entrepreneurs sociaux. Avec tous ces éléments, on peut aller solliciter les partenaires financiers. Donc, je pense que d'ici le 15 avril, on aura tous les éléments pour aller solliciter les partenaires financiers, sachant que la règle qui a été définie dans l'arrêté, alors après il faut rentrer dans les détails, mais c'est que le prêt de trésorerie, c'est sur ces 3 mois d'activité sur l'année N-1, donc ce qui représente à peu près 25% du chiffre d'affaires de l'année précédente. C'est les règles qui sont marquées sur l'arrêté. Ensuite, il faut regarder dans le détail, mais les enveloppes sont quand même, peuvent être significatives pour les entreprises. Alors, pour revenir sur le chômage partiel, on a aussi un témoignage de Baptiste qui dit « Nous avons mis en place le chômage partiel pour une salariée qui avait les symptômes du Covid-19 car elle ne pouvait pas avoir d'attestation de médecin. Tant que les symptômes ne sont pas graves, les médecins étant débordés, pas de sollicitation. Finalement, les symptômes se sont amplifiés. Elle a eu un certificat médical. Or, comme le chômage partiel était déjà en place, nous n'avons pas pu faire passer son certificat médical avant la fin du chômage partiel. Mais si le médecin avait télétransmis le certificat à la CPAM, ce qui n'a heureusement pas été le cas, cela nous aurait donné du travail supplémentaire et cela nous aurait fait perdre du temps. Attention donc, a posteriori, j'aurais dû attendre les 30 jours de rétroactivité pour le chômage partiel, tel qu'il a été accepté, afin de pouvoir adapter au plus proche de la réalité et des contingences liées à un contexte inédit. » Merci pour ce témoignage. Oui, c'est vrai. Alors, c'est vrai qu'il y a beaucoup, il y a 70%, bien sûr, qu'on peut traiter sur des réponses à des questionnements. Et ensuite, il y a toujours les 30% qui sont des cas particuliers. Et c'est sûr que le fait que le chômage partiel ait été complété, alors on est quand même ce qui veut dire que l'enregistrement sur le site de la Directe et la prise en charge des salariés a été faite alors assez vite parce qu'on est le 26, donc ça veut dire que ça a été fait assez vite. Après, quoi qu'il en soit, s'il y a une solution qui est plus avantageuse pour l'entreprise, il y a des débits crédits qui se font. Les sites alors l'ASP, nous, sur nos activités d'entreprise adaptée, on connaît très, très bien l'ASP puisque nous, tous les mois, on déclare nos salariés en situation de handicap, donc qui ont une reconnaissance en qualité de travailleur handicapé, puisque nous avons un soutien de l'État
sur une partie de leur salaire. Donc, l'ASP fonctionne en débit-crédit, c'est-à-dire que si vous imaginez, enfin, si vous voyez que la solution était plus intéressante pour votre entreprise parce qu'elle était prise en charge par la sécurité sociale, il faut voir avec votre cabinet comptable, mais il y a une machine arrière qui peut se faire. Alors, ça fait peut-être un petit peu de formalisme. Alors, il faut mesurer ce qui est perdu, gagné, pour voir si ça vaut vraiment le coup de remettre ça dans le bon sens. Mais en tout cas, il y a les solutions sur l'ASP permettent de faire ensuite une mise à jour le mois suivant. Nous, on a une des questions qui avait été posée alors pour le secteur de l'insertion par l'activité économique et le secteur des entreprises adaptées, c'est que si nous n'avons pas reçu les accords de la Directe pour le chômage partiel de nos personnes en situation de handicap avant le début du mois prochain, on peut toujours déclarer nos salariés sur les aides au poste pour les travailleurs handicapés. Et le mois prochain, on fera une régulation, c'est-à-dire qu'on devra de l'argent à l'État, mais l'ASP fera la différence entre le chômage partiel et les aides au poste versées, puisqu'on ne peut pas cumuler, bien sûr, chômage partiel et aide au poste. Donc, ça va se calculer. Il y aura sûrement des petites problématiques, mais moi, je suis persuadé que nos instances de direct vont pouvoir régler les problèmes dans le temps. En tout cas, on l'espère. Alors, il y a une question qui a été posée un petit peu plus tôt par Sarah qui voulait savoir comment on peut nouer des alliances avec des partenaires ou voire des concurrents pour adapter son offre en ce moment. Oui, mais ça aussi, c'est une question très pertinente parce que dans certains territoires, il y a des territoires qui ont développé les joint ventures sociales, hein. Donc le rapprochement d'une activité de l'économie sociale avec un acteur de l'économie un acteur de l'économie conventionnelle. C'est peut-être que cette situation est l'occasion de discuter avec des gens où vous sentez qu'il y a une certaine sincérité sur ces sujets de l'économie sociale, mais qu'ils ne savent pas les appréhender, mais en tout cas, ils sont interpellés ou intéressés. Moi, je trouve que ça vaut le coup de se rapprocher de certains de ces contacts pour réimaginer ces offres et faire valoir l'impact que nous, entrepreneurs sociaux, on produit sur le territoire. Et je parlais de s'inspirer et d'inspirer, ça fait partie de ces champs-là. Et je suis convaincu que certains acteurs de l'économie conventionnelle, à la sortie de la crise, vont regarder de près sûrement nos activités dites inclusives. Attends, je vais juste fermer la porte là. Ok. Me revoilà. On a aussi une question de Céline qui demande, vous dites que vous garantissez 100% du salaire à vos salariés en contrepartie d'un engagement à 400% à la reprise. Cela veut dire quoi concrètement? Non, quand je dis 400%, c'est-à-dire qu'on leur demande aussi de prendre conscience qu'il y a un coût pour l'entreprise. Donc, il faudra qu'ils soient mobilisés. Et mobilisés, ça a été pour nous de dire avant que l'État statue sur les congés payés, de leur dire s'il vous reste des congés en année N-1, soldez-en au moins 50%. Et qu'ensuite, il n'y aura pas de congé avant le 1er juillet, de telle sorte que si l'activité repart, on va dire au mois de juin, qu'au moins nous puissions faire un mois de juin qui est correct. Donc, quand je parle d'engagement, je ne devrais pas dire 400%, c'est vrai, mais en tout cas, on demande à nos salariés qu'ils soient vraiment qui débordent d'énergie en fait, parce que c'est un coût de prendre les 14 ou les 16%. Ou les 16% restants. Hein. Nous, c'est un coût qu'on a chiffré à peu près à 15 000 euros. Bon, 15 000 euros plus le reste, ça peut être compliqué, mais moi, je suis convaincu que tout le monde est dans la même galère, donc nos salariés n'ont pas à subir aussi ces conséquences-là. Donc, nous, entrepreneurs, on doit trouver aussi les solutions pour que la totalité ait 100% de la rémunération. La seule chose qu'on n'a pas statué aujourd'hui, c'est ceux qui sont en arrêt maladie.
alors soit qui sont en congé pour garde d'enfants ou qui étaient en arrêt maladie, parce que c'est un petit peu compliqué un peu plus compliqué de garantir la récupération d'une éventuelle perte de salaire, même s'il n'y a pas de carence. Mais là, je ne connais plus les particularités de notre convention collective, mais ça, on n'a pas encore réglé cette question-là, si elle devait bien sûr arriver. N'hésitez pas à poser d'autres questions à Frédéric. Peut-être que tu peux… Attends, non, c'est un merci qu'on a eu. Peut-être que tu peux revenir un peu sur toi, ce que tu projettes dans les mois à venir, sur les priorités que tu mets par rapport à l'anticipation de ta reprise avec ta structure. Ouais, mais comme je le disais tout à l'heure, moi, je pense qu'une des priorités qu'on va faire dans la première partie d'avril, c'est de toute manière réviser tous les prévisionnels qu'on avait faits, puisque nos prévisionnels allaient jusqu'en 2022. Voilà. Donc, on va réviser tous nos prévisionnels et en mesurant le besoin de trésorerie que l'on aurait. Une fois qu'on aura fait ça, on va aussi reprendre la tâche avec nos clients. Moi, je crois que c'est très, très important. Et puis, ensuite, on va regarder un petit peu sur notre territoire et questionner les dirigeants sur le sentiment qu'ils ont de reprise de leur activité. Est-ce que pour eux, l'activité va reprendre fortement ou elle va reprendre mollement? Pourquoi je dis ça? Parce que ce qui peut se passer, c'est que si moi j'ai un voisin, par exemple, qui fait de la logistique, bon, moi j'ai une activité où j'ai des chauffeurs, donc ils savent conduire, que mon activité démarre doucement. Donc, je peux potentiellement laisser des gens en chômage partiel, puisque mon activité n'a pas redémarré à 100%. Mais que mon voisin, ou qui est proche de chez moi, lui, son activité de messagerie redémarre super fort. Et il a des problèmes pour recruter, parce qu'on a tous des problèmes pour recruter des gens qui savent conduire. C'est de favoriser des passerelles et notamment des mises à disposition de personnel chez donc, notre voisin pour que mes salariés qui sont en chômage partiel reprennent une activité avec une mise à disposition chez cette personne pendant une durée bien sûr à définir, de telle sorte que lui ne se pose pas la question du recrutement parce qu'il a des gens qui sont formés à la conduite, qui sont formés au comportement sur l'espace public, qui sont formés à la capacité de s'exprimer aussi avec des clients, de telle sorte à ce que moi je puisse garantir que 100% de mes salariés reprennent une activité. Et je pense que la directe aussi verrait ça d'un bon œil, puisque si on limite le chômage partiel, c'est quand même un coût moindre pour l'État, donc ça peut contribuer à créer de nouveaux liens avec nos entreprises. Parce que peut-être que mon chauffeur, mon transporteur, on va discuter avec lui de parcours à faire pour que je lui forme des chauffeurs. Et mon entreprise qui fait de la collecte, qui est une entreprise adaptée, a vocation aussi de pouvoir faire du placement, c'est-à-dire former des gens en interne et les mettre à disposition d'une entreprise, voire qu'ils soient salariés par une entreprise de mon secteur. Donc là aussi, je pense qu'il faut être innovant, il faut imaginer plein de nouvelles collaborations qu'on pourrait avoir pour que justement l'activité globale de notre territoire, avec des échelles différentes en fonction des activités, puisse produire un démarrage assez fort sur le territoire. Donc ça, c'est ce qu'on va travailler courant du mois d'avril. Moi, je suis convaincu que c'est une bonne idée parce que pour avoir discuté avec déjà quelques entrepreneurs dans d'autres réseaux, notamment la CPME, ben, certains disent qu'ils vont avoir du mal à démarrer. Voilà. Super. Et puis, ça complète ta réponse à Sarah de tout à l'heure qui demandait sur les alliances qu'on peut envisager. Bon, il nous reste quelques minutes. On va prendre les dernières questions. Car demande qu'est-ce qui vous fait tous peur et comment allez-vous tous et toutes? Bon, alors comment c'est une très très bonne question ça. Moi j'ai toujours vu le verre à moitié plein, donc je me dis que de toute manière s'il y a des sujets sur lesquels
la société sera attentive, c'est bien notre façon et notre capacité d'entreprendre de façon différente. Voilà. Ça fait des années qu'on se bat pour faire entendre cette voix. On peut imaginer que ce sens d'entreprendre et le fait qu'on ait consolidé beaucoup de choses depuis des années fasse que nous soyons peut-être les moins affectés par la suite de cette crise sanitaire. Ça n'empêche pas qu'il faut qu'on soit innovant et il faut qu'on réfléchisse comment est-ce qu'on peut faire évoluer nos services. Après, on se doit, nous, en tant que chef d'entreprise, de rassurer nos salariés. Donc, il ne s'agit pas qu'on aille pleurer dans notre coin parce que nos salariés demandent à ce que leur chef d'entreprise soit relativement solide. Et ça, c'est vrai que ça prend quand même pas mal, ça prend quand même pas mal d'énergie. Donc, la disponibilité aussi qu'on peut donner à nos réseaux nous permettent de s'auto-motiver les uns et les autres et de se dire, justement, discutons de manière régulière sur ce qu'on ressent ou les difficultés que l'on peut avoir, voire échangeons aussi des documents qu'on a mis en place sur un plan de trésor, sur un prévisionnel, sur des outils qui sont des outils très simples pour que justement tout le monde puisse produire à ses banquiers et à d'autres partenaires qui viendraient les soutenir une traçabilité totale de ce qui s'est passé depuis le début de la crise sanitaire, ce que j'indiquais tout à l'heure. On a des super réactions à ce que tu dis. On a Edouard, cool. C'est bien la Fred attitude. Oui, ça c'est Edouard, il le connaît bien. C'est vrai, il faut l'être. Mais attends, Edouard, je te m'avais une question parce que je ne l'ai pas lu en entier. Donc, les gens qui sont actuellement confinés auront besoin de vacances en mai pour prendre l'air. Nous avons déjà des demandes dans ce sens. Ouais, alors, je suis d'accord avec toi, Edouard, là-dessus, mais moi, j'ai quand même posé un principe qui est que il y en a qui vont me permettre de redresser le bateau. Il faudra des gens pour redresser le bateau au mois de mai. Et que si on en laisse quelques-uns sur le ponton pour aller bronzer sur la plage et se mettre de la crème solaire, ce n'est pas super cool pour les autres. Donc, tout le monde a accepté cette règle d'ailleurs, de dire pas de vacances avant le 1er juillet. On va tous effectivement avoir l'envie de prendre des congés quand le confinement sera terminé. Mais je crois que là, il faut que les salariés montrent leur solidarité sur ce sujet. Peut-être une dernière question qui est un petit peu… je ne sais pas s'il faut peut-être que tu sortes ta boule de cristal. À prédire, évidemment. C'est Céline qui nous dit ça. Mais à quoi ressemblera le monde de l'après-Covid selon vous? Quelle est votre intime conviction sur le monde d'après? C'est hyper intéressant comme question. Ouais, c'est super intéressant et je pense que celle-ci, il faudrait y répondre à chacun de nos entretiens pour voir comment évolue la société. Moi, je suis convaincu que notre culture et notamment ces cultures d'inclusion dans l'emploi vont se révéler encore plus fortement au lendemain. Moi, j'en suis sûr. Maintenant, sous quelle forme, etc., je ne sais pas, mais on sentait de toute manière déjà depuis quelques temps que les entreprises sont plus attentives à ces sujets puisqu'elles ont des difficultés pour recruter. Donc, elles essaient de trouver d'autres solutions, elles essaient d'aller sourcer auprès des associations de quartier, auprès des CCAS, auprès des entrepreneurs sociaux. Donc déjà, nous, on sentait quand même quelque chose. Ça peut peut-être accélérer. Maintenant, c'est qui est-ce qui restera sur le terrain? C'est le problème, ça. C'est-à-dire que quelles sont les entreprises qui vont rester sur le terrain et notamment les TPE, PME qui n'ont pas la trésorerie nécessaire pour pouvoir attendre. D'où, moi, je crois qu'il faut que ces TPE, PME communiquent entre elles et essayer de faire front commun à cette crise sanitaire. On a quand même une question un peu technique de Baptiste qui dit « Il m'a été conseillé de ne pas faire de primes permettant d'assurer le salaire à 100% pour des maintiens à domicile ou le chômage partiel, mais de prévoir ces primes après la reprise. Les primes que vous faites ont-elles un statut spécifique? Sont-elles faites chaque mois ou prévues après la reprise ?»
Non, c'est tout simplement, ça c'est donné à la liberté, hein, la règle du chômage partiel, c'est-à-dire que les 84%, hein, historiquement, l'entreprise a toute latitude de venir compenser sur le bulletin de salaire la différence. La seule problématique, c'est que c'est socialisé, cette différence. Nous, on essaie de porter la voix que les entreprises qui vont garantir cette part de 14 à 16% ne soient pas, ne soit pas socialisé, hein, donc on n'ait pas de cotisation sociale sur cette part-là, mais le schéma existe. Nous, on avait besoin de rassurer nos salariés. Voilà. Nos salariés avaient besoin d'être rassurés qu'ils avaient 100% du salaire. Et c'est la raison pour laquelle on a, sans faire nos calculs, on a répondu positivement à ça. On a dit, vous aurez 100%, donc ils sont déjà rassurés par rapport à ça. Donc, ils sont dans un bon climat pour entendre que quand ça va être la reprise, ben, il ne va pas falloir qu'on se pose des questions et qu'on avance dans le même sens. Et peut-être pour terminer, Frédéric, est-ce que tu as un dernier élément à partager? Quel est ton mot de la fin? Mon mot de la fin, je trouve qu'il faut il faut encourager le move à faire ça, voilà, une fois par semaine, voir si ça dure un peu. Ça peut aussi se faire 2 fois par semaine parce que c'est 3/4 d'heure, 1 heure. Et puis, ça permet aussi de connaître de nouvelles personnes et puis de s'échanger des trucs et astuces. Voilà. Et puis, rien que si c'est pour se donner un peu de baume au cœur, pourquoi pas. Eh ben, c'est parfait. Ça me permet d'enchaîner avec une transition absolument parfaite. Pour les personnes qui n'étaient pas forcément là au moment de l'introduction, je vais vous partager mon écran pour vous montrer ce que le Move a mis en place. Vous pouvez trouver cette page sur www.move.org. Elle s'appelle Info Coronavirus. Et donc, c'est tout ce que le Move met en place en ce moment pour répondre à vos questions en lien avec la crise sanitaire. Donc, on retrouve une hotline avec des experts avec qui vous pouvez prendre des rendez-vous individuels. On retrouve une boîte à outils qui est mise à jour très régulièrement. Donc, on a mis les contacts des directs dans les régions, des bonnes pratiques d'entrepreneurs, des outils pour la visio, et puis plein d'autres choses. Et on a mis aussi donc, en place ces webinaires. Donc, pour nous, c'est une grande nouveauté. On teste un peu comme tout le monde ces outils-là. Donc là, vous retrouvez l'agenda des prochaines sessions de webinaires qui sera alimenté pareil toutes les semaines. Et vous retrouvez aussi les sessions des confinés connectés. Donc pour rebondir sur ce que disait Frédéric, ces sessions-là, elles sont adressées aux entrepreneurs dans les régions et elles sont animées donc, par les responsables territoriaux du Move. Et l'objectif, c'est de prendre 45 minutes entre entrepreneurs, partager sur sa situation, partager ses bonnes pratiques, ses idées et voir s'il n'y a pas peut-être de l'entraide qui peut se mettre en place entre nous. Donc voilà, donc c'est pour ça qu'on a créé ça et n'hésitez pas à vous inscrire. N'hésitez pas à nous envoyer aussi des mails voilà, et à partager tous ces outils. Du coup, un grand merci Frédéric d'avoir partagé ton expertise, ton expérience du moment. Merci beaucoup. Merci aussi à tous les participants pour toutes vos questions, pour vos rebonds, pour vos témoignages. Voilà, et on se retrouve bientôt pour un nouveau webinaire. Et bonne journée à tout le monde. Exact. Bon, merci à toutes et à tous. Et puis, Marina, à très bientôt. Bye bye. Au revoir. Bye bye. Salut. Salut.